Alors, mon point du coup ici, c'est de vous parler de ce nouveau marché des add-ons. Nouveau parce que du coup, les add-ons ont été lancés en mars de l'année dernière, donc très récemment, et du coup, alors déjà le mot-clé de Google, c'était de dire il y a des millions d'utilisateurs de Google Docs, et du coup, vous pouvez profiter de l'ensemble de ces utilisateurs. Ce que fait Google et ce que font tous à partir du moment où ils vous parlent aussi des utilisateurs de plateformes comme Android, iOS, etc. C'est simplement une nouvelle store, nouveau marché aux applications, mais du coup un marché aux applications où il y a beaucoup moins de monde et où c'est beaucoup plus facile du coup de creuser son trou par rapport à du Android par exemple, où si vous débarquez sur la marketplace, vous allez voir que du coup la concurrence est assez rude puisque tout le monde est dessus. Alors, la promesse de Google, déjà, c'était voilà, des millions d'utilisateurs, et du coup, vous pouvez avoir des millions d'utilisateurs. C'est pas encore tout à fait ça. Si on regarde donc au niveau du traitement de texte, l'add-on le plus populaire, bon, le plus populaire, il n'a pas atteint le million d'utilisateurs. Bon, après, faire une application avec 729 000 utilisateurs, ça va, c'est pas rien quand même. Sur les tableurs, notre maximum d'utilisateurs, c'est 182 000. Et sur formulaire, c'est 62 000, sachant que la marketplace d'add-on pour les formulaires, elle est apparue en octobre de cette année, de l'année dernière, pas en mars. Du coup, effectivement, il y a un peu moins d'historique et c'est pour ça aussi qu'il y a moins d'utilisateurs pour l'instant. Mais du coup, effectivement, on voit vraiment que c'est une nouvelle marketplace où il y a un marché, il y a de nombreux utilisateurs. On ne parle pas en millions d'utilisateurs pour l'instant, mais il faut voir quand même le potentiel donc, de cette plateforme, de cette place de marché. Pour information, si on regarde aussi la concurrence, finalement, à partir du moment où vous voulez sortir une nouvelle application, un nouvel add-on, faut voir un petit peu ce qui existe. Est-ce que c'est une place de marché qui est complètement saturée ou pas? A priori, quand c'est un truc qui vient de sortir il y a moins d'un an encore, vous avez encore des chances d'apparaître et de monter au fur et à mesure les échelons. Donc effectivement, c'est le cas ici pour les documents texte. Il y a pour l'instant 90 add-ons qui existent. Donc le listing, si un utilisateur voulait voir l'ensemble des add-ons qui sont disponibles pour les documents texte, il peut encore le faire. C'est possible de lister 90 applications. Si vous voulez faire la même chose sur Android, c'est pas possible. Il faudra des jours histoire de lister l'ensemble des applications Android qui existent et qui peuvent être installées. Là, à la limite, si vous voulez tous les installer, on pourrait, sur les tableurs, pareil, 97, sur les formulaires, il y a même 13. Donc sur les formulaires, à partir du moment aujourd'hui où vous voulez créer un add-on pour formulaire, forcément vous serez vu. Vous serez vu parce que la marketplace des add-ons, c'est porté par la Chrome Web Store, et la Chrome Web Store peut au moins faire apparaître 13 add-ons directement en tête de liste. Donc c'est très simple de se faire voir des utilisateurs. Alors, pour information, donc, quand Google a sorti cette nouvelle logique des add-ons, donc le logo c'était celui-là. Pour les plus gros utilisateurs de Drive et de Google Docs, vous pourrez reconnaître le logo de Google Docs. Et du coup, sous cette petite icône type puzzle, le but c'était de dire que les add-ons, c'est un moyen de vous intégrer soit au traitement de texte, soit au tableur, etc. Et de coupler du coup votre application avec les nôtres. Donc par exemple, on a ici Plugmatter qui a très bien repris ce concept en reprenant une icône où effectivement on voit que ça permet de lier le traitement de texte de Google à un site WordPress. Et donc concrètement ça permet d'écrire son article sur un Google Doc et derrière de le publier comme un nouvel article dans son WordPress. Du coup on a quelques grands
grandes entreprises du cloud qui se sont installées sur cette marketplace. On va avoir par exemple Lucidchart, Mailchimp, HelloSign, donc des sociétés qui ont toutes des millions d'utilisateurs, qui ont déjà un produit qui est disponible, un produit SaaS qui est disponible et qui permettent donc à leurs utilisateurs de réutiliser ces mêmes outils, mais à l'intérieur, soit du traitement de texte, soit du tableur, pour donc faciliter les usages par les utilisateurs. On va retrouver aussi parmi les entreprises qui ont développé des add-ons, des entreprises comme AppleByte, donc qui sont de base spécialisées sur les add-ins pour Excel et qui ont du coup reproduit leurs add-ins mais en version qui fonctionnait pour les add-ons en mode add-on pour tableur Google. Donc il y a vraiment des sociétés, des entreprises qui sont uniquement spécialisées là-dessus, qui diffèrent du coup de ces entreprises-là, par exemple, qui ont vraiment leur produit phare et qui cherchent juste à lier leur produit phare à l'environnement Google de la manière la plus implémentée possible dans les interfaces graphiques de Google. Ici, là, on est plus sur une société qui va proposer donc, des outils qui ne reposent pas sur, qui ne se connectent pas à une application tierce. Ça permet vraiment de rajouter uniquement des fonctionnalités sur un outil existant. Donc on va par exemple avoir tout simplement des add-ons permettant de supprimer des doublons à l'intérieur d'un tableur, des choses que les gens vont faire souvent pour ou splitter des noms, ou bref, n'importe quoi. Mais du coup, ils en ont construit pas mal comme ça. Et le but derrière, c'est du coup effectivement de monétiser ces add-ons, sachant que AppleByte, c'est une société qui vend ces mêmes add-ons, mais pour Excel, et pour qui ça doit bien marcher, puisqu'ils se sont mis également sur les tableurs. Voilà. Si vous êtes un nouveau petit service web qui démarre tout juste, se lancer sur une nouvelle marketplace où il n'y a pas encore grand monde, ça peut être intéressant. Là, on a par exemple une toute petite boîte, Bookkeeper, qui vous permet de gérer très facilement vos factures et vos dépenses. Et du coup, bon, naturellement, ils ont des applications sur Android, sur iOS et aussi sur Windows Phone. Mais c'est vrai que s'ils comptent juste sur ces marketplaces pour se faire remarquer, c'est pas forcément facile, parce que des applications pour gérer sa mini-compta en tant qu'utilisateur, il y en a déjà plein qui les font en version mobile, et du coup, avant de se faire remarquer dans ces marketplaces-là, ça peut être compliqué. Par contre, s'ils commencent à avoir des utilisateurs par ce biais-là, et là c'est beaucoup plus facile d'apparaître, vu que pour l'instant, on l'a vu, il y avait très peu d'add-ons qui étaient déjà listés, donc comme ça ils peuvent plus facilement remonter. Et à partir de là, s'il y a plus de personnes qui commencent à les installer là, et puis qui en même temps installent du coup la version mobile de l'application également, ça va faire remonter au niveau de la Play Store l'application dans le ranking, parce qu'elle sera plus installée, plus étoilée, etc. etc. Voilà, donc ça peut être un bon moyen pour une boîte qui lance un nouveau service web de se faire connaître en arrivant sur une nouvelle marketplace où il y a déjà des utilisateurs qui désirent des choses, mais pour l'instant assez peu de développeurs qui construisent des applications. Voilà. Alors, donc, le but des add-ons, on va le voir, c'est vraiment de s'interfacer à l'intérieur des outils Google, des tableurs, des documents texte, etc. Donc, soit au niveau d'une barre latérale, soit au niveau d'un pop-up qui s'affiche. Google nous fournit des packages CSS qui nous permettent de reproduire exactement le style de Google. Le but, à partir du moment où on est dans l'interface de base de Google, c'est de s'y fondre et pas de commencer à vouloir modifier totalement l'interface. Alors là, pour l'instant, donc je ne sais pas si vous avez
écouté quelques talks aujourd'hui sur Material Design. Donc Material Design, c'est surtout pour l'instant propulsé sur la partie Android. Pour l'instant, les tableurs, les traitements de texte, etc. de Google ne sont pas passés sur Material Design. Du coup, pour l'instant, même si en tant que développeur, on peut très bien faire un add-on en Material Design, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le sens où le public n'est pas habitué à ce type d'interface pour l'instant quand il est en train de jouer sur son tableur. Donc voilà, on va essayer plutôt d'imiter les fonctionnalités de base de Google dans les tableurs et dans le traitement de texte plutôt que de réinventer des nouveaux interfaces qui vont perturber l'utilisateur. Alors, tout ça, du coup, se code avec AppScript. Qui a déjà entendu parler d'AppScript? Très bien, pas tous. Donc, qu'est-ce qu'AppScript? Très rapidement. Alors, AppScript, du coup, c'est tout simplement, donc, dans l'ensemble des outils dont on dispose dans Google Drive, on a dans notre, quand on veut créer quelque chose, la possibilité directement de créer un nouveau fichier script. Donc là, je me retrouve dans un éditeur de code en ligne avec une autocomplétion et la possibilité d'attaquer de nombreux services Google. Pour faire une démo extrêmement simple, si par exemple j'ai envie d'envoyer un mail avec AppScript, parmi les services qui me sont proposés, j'ai Gmail App qui permet donc de travailler avec Gmail. Et parmi ce que je peux faire avec Gmail, j'ai donc par exemple la possibilité d'envoyer des mails. Donc on est vraiment sur un éditeur un éditeur en ligne qui permet de faire tourner du code chez Google, pas chez nous. Et du coup, c'est via cet éditeur qu'on va notamment construire nos add-ons qui vont derrière être déployés par Google et supportés via aussi la Chrome Web Store pour tout ce qui est listing, etc. Donc si on prend un exemple de code, alors avec AppScript, du coup, ça va être du développement en JavaScript côté client, mais également en JavaScript côté serveur. Donc un petit peu sur la mode Node.js, où du coup, à l'intérieur de mon IDE AppScript, j'ai différents types de fichiers. J'ai mon fichier .gs.googlescript et mon fichier .html. Donc le .html pour la partie client avec du JavaScript côté client du coup, et la partie .gs avec également du JavaScript, mais du JavaScript qui sera exécuté côté serveur Google. Et du coup, après, on a toute une logique qui nous permet de communiquer entre notre client et notre serveur de manière assez simple via tout simplement des commandes spécifiques google.script.run qui vont permettre de lancer des fonctions côté serveur qui vont derrière retourner un résultat, etc. Voilà, donc c'est à partir du moment où vous êtes déjà à l'aise avec JavaScript, c'est plutôt simple de commencer à développer sur AppScript. Et avec AppScript, du coup, c'est très simple de publier un script en tant qu'add-on. Donc si on regarde tout simplement dans l'IDE AppScript, on a un menu publier qui permet de publier notre script en add-on, ce que je peux faire en un clic ici. Alors là, c'est un add-on qui est déjà publié, c'est juste un add-on de démo. C'est lié donc à la Chrome Web Store. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé la Chrome Web Store ou pas. Voilà, donc du coup, on se retrouve vraiment avec un listing standard de la Chrome Web Store. C'est simplement que, au lieu que ça s'affiche quand je me balade du coup sur la Web Store ici, je ne retrouverai pas mes add-ons. Il faudra que j'aille dans un document texte, par exemple, ou dans un tableur, que je clique sur le menu add-on, et à partir de là, donc, ça fait un listing uniquement des add-ons
pour, pour DocumentText ici, mais tout ça est du coup poussé par la Chrome Web Store, et donc si vous êtes déjà habitué à la Chrome Web Store, vous retrouverez l'ensemble des options. Voilà, donc tout ça se fait très simplement. On est vraiment depuis un document texte Google, j'ai la possibilité d'aller sur un éditeur de script lié à mon document texte. Depuis cet éditeur de script, j'ai la possibilité de publier mon script en tant qu'add-on, et à partir du moment où je publie mon script en tant qu'add-on, il est tout est automatiquement géré par Google, donc il y a quand même un petit processus pour se faire valider avant publication officielle. Donc c'est une marketplace avec une review de Google, une review qui porte plutôt sur l'usage et à quel point ça va être agréable ou pas d'utiliser. Donc il n'y a pas une revue de code qui est faite, mais par contre ils vont veiller à vous filer quelques recommandations, histoire d'être sûr que vous respectiez bien les guidelines et que en même temps vous offriez un add-on qui soit pertinent pour les utilisateurs, sympa à utiliser, et ils vous fourniront le plus de conseils possible. Voilà, donc à partir du moment où vous avez une petite idée sympa de complément pour soit le traitement de texte, soit le tableur, soit les formulaires, ça peut être très bien de se lancer là-dedans. C'est un cycle de développement qui est plutôt court. À partir du moment où on a une bonne idée, on peut faire un add-on en quelques centaines de lignes de code. C'est assez rapide, et derrière, après, c'est plutôt simple à maintenir. Google s'assure derrière de fournir toute la puissance dont on pourrait avoir besoin de votre add-on. Donc effectivement, derrière, que vous ayez 3 utilisateurs ou des millions, vous n'avez absolument rien à gérer. C'est Google qui se chargera au fur et à mesure de faire en sorte que votre add-on soit toujours suffisamment disponible, même si des centaines de milliers d'utilisateurs sont tous en train de l'utiliser en même temps. Alors, du coup, toujours par rapport à ces add-ons, alors si certains ont déjà joué avec la Chrome Web Store, un des avantages aussi de la Chrome Web Store, c'est qu'au niveau référencement sur Google, ça marche très très bien. Donc de la même manière que toutes vos applications propulsées via la Chrome Web Store sont très bien listées dans une recherche Google. C'est la même chose avec l'ensemble des add-ons que vous pourriez créer. Du coup, ça veut dire que le rating et compagnie sont très importants, puisqu'ils sont à la fois visibles quand on fait une recherche sur Google et quand on se rend derrière sur la marketplace pour installer votre add-on. Du coup, voilà, petite bonne pratique. Moi, par exemple, ce que j'avais fait pour mon add-on, histoire d'être sûr qu'au fur et à mesure, il soit noté beaucoup et bien noté, j'ai un add-on qui fait du publipostage à l'intérieur des tableurs, donc publipostage que beaucoup d'utilisateurs ont déjà l'habitude d'utiliser, notamment sur les outils Microsoft, et là on en a un du coup sur les tableurs Google également, et vous retrouverez du coup, par exemple, je demande à chaque fois qu'un utilisateur a fini un publipostage, s'il a fini 5 publipostages, je me dis qu'il a utilisé 5 fois l'application. A priori, s'il a utilisé 5 fois l'application, c'est qu'il doit l'aimer. Il vient de terminer un publipostage, il est content, il a terminé son boulot. Donc là, je lui affiche un message, c'est bon, tous les mails ont été envoyés, c'est parfait, tu peux rentrer chez toi, etc. Et si tu veux, tu peux donc noter la donne, parce que voilà, tu es content, rends-moi content également. Ça marche plutôt bien de proposer aux utilisateurs de noter au bon moment. Ça les pousse à mettre des bons commentaires et faire en sorte d'avoir beaucoup d'avis
qui vous recommandent et qui permettent du coup au fur et à mesure, à la fois dans les résultats Google et dans la marketplace, de vous retrouver de mieux en mieux propulsé. Un business derrière. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec Google, donc, pour l'instant, déclare que ils ne vont pas fournir de paiement automatique à l'intérieur de la plateforme. Vous ne pouvez pas non plus inclure de publicité. Pour ceux qui connaissent déjà la Chrome Web Store, dans la Chrome Web Store, on peut avoir donc, des applications payantes et même de l'in-app purchase. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible pour les add-ons. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mettre en place votre propre système de paiement. Donc, c'est ce que beaucoup soit ont fait, soit commencent à faire. Je vous avais parlé, donc, par exemple, DoubleBytes, qui est une société qui est spécialisée sur les add-ons et extensions pour principalement tableurs, qui se fait déjà un bon business sur Excel. Pour l'instant, ils sont principalement, alors je ne sais pas si vous avez vu par exemple le talk de ce matin sur le machine learning, mais eux, ils collectent des données à mort en ce moment sur l'ensemble des utilisateurs, histoire de déterminer quel sera le bon pricing à proposer en fonction de l'usage qui est fait de la radon. Il y en a qui proposent donc des features supplémentaires, plus de quotas si besoin, etc. etc. Voilà, donc c'est une marketplace où pour l'instant il y a principalement du gratuit, mais où les gens commencent à acheter. Il y a des add-ons qui sont vendus extrêmement cher en fait. Là par exemple, on a un outil principalement de business intelligence qui va récupérer des données de Google Analytics, de Facebook, etc. pour avoir des super reporting. Il existe donc une version gratuite et puis une version payante en fonction des gros usages que vous voulez faire. Du coup, ils misent à fond sur leur version gratuite pour avoir un max d'utilisateurs qui vont leur donner plein de bonnes notes. Et après, pour les très gros utilisateurs qui ont vraiment besoin de la version payante, bah, eux, ils vont devoir payer une blinde. Et ça permet comme ça de rentabiliser le développement. Voilà. Donc, toute add-on ne peut pas forcément devenir payant. Là, par exemple, il y a l'exemple de quelqu'un qui avait développé un add-on pour supprimer des lignes vides à l'intérieur d'un tableur. Ça peut être utile. De là à payer pour ça, il y a un pas que peut-être trop peu d'utilisateurs franchiraient. Donc, le développeur s'est aperçu que c'était peut-être pas une bonne idée d'investir sur une version payante du truc. Finalement, il n'a pas mis à jour son truc depuis le 23 avril, sachant que c'est sorti en mars. Du coup, au bout d'un mois, grosso modo, il s'est dit ouais, non, en fait, il n'y a pas de business ici. Il y a toujours marqué qu'il y a que pour l'instant, la version gratuite, elle ne sera pas toujours gratuite. En fait, elle sera éternellement gratuite, parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée de business sur lequel il pouvait faire payer des gens. Voilà. Dernière petite information qui a son importance. Si vous lancez sur cette marketplace et sur beaucoup de marketplaces en fait en général, sachez que 80 voire 90% des utilisateurs vivront ici et que en tout cas les utilisateurs payants ce seront principalement eux et pas eux. Du coup, au moment où vous allez décider est-ce que je fais une application en français, en anglais ou éventuellement qui gère le multilingue, intéressez-vous déjà, choyez plutôt ces gens-là avant de vous intéresser à ceux-là. Voilà. Sinon, donc, pour information aussi, avec cette plateforme des add-ons, en tant que développeur, on pousse donc des codes qui vont tourner chez Google. C'est gratuit.
Tout ce que j'utilise, moi, c'est BigQuery en supplément par rapport à AppScript. BigQuery, tout simplement, parce que j'avais besoin de pouvoir mettre une grosse quantité de données que je puisse requêter dans la seconde d'après. Et du coup, pour ça, j'avais besoin de BigQuery. Ma facture de BigQuery pour le mois de janvier s'élève à 29 centimes de dollars. Du coup, niveau frais d'exploitation, ça passe. Voilà. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et après, voilà, vous avez toute la puissance de Google qui vous est offerte et que vous pouvez pleinement exploiter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut, justement, là, je voulais BigQuery, est-ce qu'on peut rapatrier les informations ou est-ce que c'est forcément à distance? Est-ce qu'on peut rapatrier quelles informations? Tout ce qui est stocké, par exemple, comme vous disiez aussi, au niveau de la boîte qui stocke un maximum d'informations pour pouvoir faire le pricing. Ouais. J'imagine que ça, c'est récupéré via la donne, c'est ça? Oui. Donc après, c'est qu'elle y a accès. Est-ce que peut, la propriété de la donnée elle reste chez Google et a juste un accès ou elle peut Ah non, non. Là, effectivement, j'ai décidé d'utiliser BigQuery parce que j'aime bien utiliser au maximum les outils Google. Après, on peut se connecter à n'importe quelle base de données, faire des requêtes partout. Et du coup, effectivement, si vous avez un autre back-end que vous pouvez attaquer avec des API REST. D'accord, c'est complètement ouvert. C'est complètement ouvert. Voilà, donc effectivement, dans ce sens-là, c'est plutôt pratique. Et après, on a effectivement du coup des add-ons qui se reposent plus ou moins sur les technologies Google. Par exemple, donc, je parlais du fait que moi j'avais un add-on qui permet de faire du publipostage. C'est du publipostage où je vais choisir un brouillon dans Gmail et dans ce brouillon je vais faire du rechercher remplacer sur des marqueurs pour le remplacer avec des données qui sont dans mon tableur. Et j'envoie les mails avec les API Gmail, donc c'est Gmail qui se charge en fait de ces mails. Donc finalement, mon code est assez restreint parce que niveau envoi de mail, c'est juste une ligne pour envoyer le mail via Gmail. Mailchimp, par contre, qui est un des plus gros éditeurs en termes de mass mailing aujourd'hui, eux, du coup, ils ont également un add-on, mais par contre, ils vont utiliser leur back-end à eux et pas celui de Google pour gérer l'envoi de mail. Donc, ils ont un code beaucoup plus gros, mais qui ne tourne pas du coup sur leur add-on. Parce que pareil, l'add-on envoie simplement des requêtes à leur back-end qui, derrière, va traiter leur add-on. Et une deuxième question sur le développement. Donc, effectivement, vous avez parlé de cycle court. On pourrait imaginer des gros développements d'add-on, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais parce que derrière, vu que l'IDE il est en ligne, il y a peut-être des problématiques de gestion, versionning, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est gérable ou pas. Alors, c'est gérable jusqu'à un certain point. Déjà, effectivement, une des principales problématiques, ça va être si vous êtes plusieurs développeurs à travailler sur le même projet. Parce qu'à partir du moment où vous êtes plusieurs à travailler, qu'on n'est heureusement pas dans une IDE avec de l'édition collaborative comme les traitements de texte Google où on voit tout le monde qui édite en même temps, parce que dans un éditeur de code, ça ferait mal, c'est très compliqué. Mais du coup, c'est plutôt chacun son tour. Il y a quand même une intégration avec, via les API Drive, en fait, on peut se connecter à d'autres IDE, Eclipse par exemple, et faire des push sur AppScript pour pousser une nouvelle version du code.
donc il y a cette solution qui est possible. Et après, franchement, ça dépend principalement en fait, des quotas qui ont été mis en place par Google. Donc il y a AppScript, comme effectivement, comme je le disais, à part BigQuery que j'utilise où il y a un pricing, sinon AppScript c'est 100% gratuit et après c'est juste des quotas qui limitent l'utilisation plus ou moins. Donc en dehors des quotas, ça peut être compliqué d'aller sur des applications très consommatrices de ressources. Ou alors c'est simplement qu'on sera, comme on est limité en quota quotidien, ça voudrait dire que nos traitements seraient très lents parce qu'il faudrait traiter une partie tous les jours, quelque chose comme ça, donc il vaut mieux dédier dans ce cas-là une partie du traitement à un back-end externe, et du coup c'est là la logique où on va avoir peut-être la partie AppScript qui va se limiter à très bien s'intégrer à l'intérieur de l'interface de Google, parce qu'effectivement, du coup, je ne peux que avec AppScript m'insérer dans les menus d'un tableur et faire apparaître comme ça un pop-up à l'intérieur d'un tableur. Je n'ai pas d'autres possibilités techniques offertes par Google, mais par contre, effectivement, mon AppScript, après, comme il peut communiquer avec n'importe quoi d'autre, je peux avoir un minimum de code dans AppScript qui fait appel à des gros trucs stockés sur App Engine ou autre, si j'ai besoin. En préparant cette présentation, je me suis déjà aperçu d'un truc et je crois que ça n'a pas changé. J'ai l'impression, donc je vous parlais de MailChimp et j'ai l'impression que MailChimp s'est tiré de cette marketplace. Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait l'add-on de MailChimp qui était listé parmi les premiers ici. Il n'est plus disponible. J'ai regardé tous les liens qui existaient sur le web qui parlaient de cet add-on sont morts aujourd'hui. Il n'y a pas eu de communiqué de MailChimp, donc je ne sais pas si c'est une erreur d'un développeur chez eux qui a mal publié une nouvelle version ou si c'est un choix et qu'ils se sont dit que cette plateforme n'était pas viable, qu'ils ne pouvaient pas mettre du payant dedans et qu'ils ne s'imaginaient pas, qu'ils n'avaient pas d'intérêt à faire un truc gratuit comme ça, juste pour les beaux de Google, et du coup ils sont partis, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, à partir du moment où on est vraiment sur une marketplace, si Google n'arrive pas à convaincre de développeurs d'aller mettre des applications sur cette marketplace, clairement la marketplace ne sert à rien. Ici, on n'est a priori pas sur ça. Il y a beaucoup de développeurs qui commencent à se mettre sur cette marketplace. Il y a de nombreuses grosses entreprises utilisatrices de Google Apps qui, alors pour l'instant, n'ont pas vraiment possibilité de publier des add-ons uniquement pour leur entreprise. C'est pour l'instant assez compliqué, mais qui y songent fortement et qui voient tout le potentiel par rapport à des add-ons publics qu'ils ne pourraient pas contrôler, etc. Donc pour le coup, c'est plutôt de la part de l'équipe AppScript un bon choix d'être parti sur cette plateforme d'add-on, parce que si on regarde, donc, cette plateforme d'add-on vient en replacement de la galerie des scripts qui était disponible dans les tableurs. Cette galerie des scripts était absolue, enfin c'était pas la Chrome Web Store, c'était vraiment pas sexy, et il y avait très peu d'utilisateurs non geeks qui l'utilisaient. Là, vu le nombre de mails de bras cassés que je reçois qui disent ça marche pas, etc., on a vraiment un peu de... on a Madame Michu et compagnie, ceux qui installent ces add-ons. Et du coup, pour l'instant, il semble qu'elle est quand même bien... que ça marche bien auprès des utilisateurs, même si effectivement pour l'instant on n'a pas encore atteint le million d'utilisateurs. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs. C'est ça. Et ça reste régulier. Donc le nombre d'installations hebdomadaires continue à augmenter au fur et à mesure. Et a priori, à partir du moment où effectivement, en tant que développeur, j'arrive sur cette marketplace, je peux aussi compter sur Google pour l'améliorer, la pousser au fur et à mesure. Et Google a fait pas mal de mises à jour de cette plateforme pour rajouter tout un tas de fonctionnalités qui permettent derrière aux développeurs d'améliorer leurs outils, etc. Juste pour comprendre, on peut utiliser AppScript
sans publier son add-on. Si un client a un besoin particulier qu'on sait utile uniquement pour lui, on peut utiliser pour faire du ciment entre deux applications Google. Tout à fait. Auquel cas, on ne voit pas du tout apparaître ce genre de... Non, de base, effectivement, AppScript était vraiment Voilà. destiné à faire des macros Macro, comme voilà. sur Excel. Et là, simplement, effectivement, on passe de personnes qui font des petites macros sur Excel pour répondre à un cas d'usage particulier à créateurs d'applications qui ont un demi-million d'utilisateurs. Derrière, c'est le même genre de code, mais ça n'a pas la même portée quand même en termes d'autorité d'utilisateur. Les créateurs de G qui se passent sur les applications de Google Drive, ils utilisent le même principe ou c'est autre chose? Alors généralement c'est plutôt sur Applebee's et c'est publié plutôt sur la Google Apps Marketplace qui est aussi liée à la Chrome Web Store mais d'une manière un petit peu différente et généralement en fait le truc c'est qu'un outil de jet pour Google Drive ça va être installé pour tous les utilisateurs au sein d'une même entreprise et ça va être installé par l'administrateur d'un domaine. Contrairement aux add-ons qui sont plus vraiment destinés à un usager particulier qui n'a pas besoin de son administrateur pour jouer avec un truc et du coup qui va l'installer tout seul, etc. Est-ce que l'AppScript est bien documenté pour s'y mettre? Plutôt oui. En fait, justement, comme de base, c'est un outil qui est censé concurrencer les macros Excel de Microsoft, il fallait que ce soit... alors c'est un outil qui reste quand même réservé à des développeurs, mais où on peut vraiment apprendre par soi-même très, très rapidement. Et si on regarde un petit peu, voilà, on a des petits guides de démarrage en 5 minutes pour construire son add-on, ou tout simplement, si on regarde parmi la liste des services disponibles, si je veux voir tout ce que je peux faire avec AppScript et Gmail, je vois donc toute une documentation qui explique bien. Et j'ai par exemple, si je veux voir comment envoyer un mail avec Gmail, j'ai un petit exemple de code qui me suffit de copier-coller dans l'éditeur AppScript. J'ai toute une documentation qui décrit bien les différentes choses que je vais utiliser. Et comme en plus AppScript c'est un outil qui est quand même de plus en plus utilisé, notamment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent à Google Apps et du coup de développeurs internes dans les entreprises qui ont besoin de développer des petites macros, etc. pour leurs camarades, ils postent des trucs sur Stack Overflow et compagnie, et que ce soit sur Stack Overflow, Google+, etc., comme effectivement on sait que les personnes qui développent avec AppScript sont plutôt assez souvent des débutants, généralement ils ne vont pas se faire cracher dessus et faire populer à côté du. Est-ce qu'il y a des add-ons pour Google Vidéo? C'est quoi Google Vidéo? Le service pour Google YouTube. Oui, YouTube. Alors, après, il y a plein de technos différentes. Pour l'instant, au niveau des add-ons, des Google add-ons, c'était pour document texte et tableur. Ils viennent de rajouter pour formulaire. Et réfléchissent comment est-ce qu'ils vont pouvoir miser encore plus dessus et vampiriser d'autres services, mais pour l'instant c'est limité à ces 3 services. Par contre, si on veut jouer avec YouTube, il y a des API YouTube qui permettent de faire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il vaut il y a l'autocomplétion. Derrière, en fait, très franchement, je suppose que ça dépend de quoi on vient. Si on n'a pas forcément connu beaucoup mieux, c'est plus facile de s'y faire. Si on vient d'un IDE super balèze avec plein de fonctionnalités,
effectivement, là, on est dans un truc beaucoup plus succinct et plus limité. Quoi. Sur un exemple comparable, si on compare par exemple avec l'éditeur Google et ça, par exemple. Bon, on est quand même sur... ça dépend des gens aussi, je suppose, mais en tout cas, généralement, c'est pas vraiment l'IDE qui est... Ah si, le seul truc très crétin pour les Français qui veulent utiliser l'IDE d'AppScript, c'est que vous pouvez voir que je peux faire Gmail App et par exemple si je rajoute un point, automatiquement j'ai l'autocomplétion. J'ai l'autocomplétion parce que j'ai un clavier QWERTY. Mais si vous avez un clavier AZERTY, quand vous mettez un point, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, il faut faire un contrôle espace pour activer l'autocomplétion. Voilà. Du coup, voilà, pour les développeurs français équipés de clavier AZERTY, ça, par exemple, c'est un truc de l'IDE qui aurait pu être corrigé depuis très longtemps, qui n'a pas été fait, et qui est rageant, parce qu'effectivement, ça fait perdre du temps. Bon, après, le contrôle espace est rapide à prendre en main, mais c'est quand même plus pratique de faire plein d'enfants. Est-ce qu'il y a un mode offline Non. Non, le but, c'est vraiment de développer en ligne, voilà, tout se sauvegarde en ligne, etc., et de rien laisser sur son ordi. De toute façon, effectivement, à partir du moment où le but, c'est principalement de s'interfacer dans les outils en ligne de Google et de jouer avec les API Google qui ne sont accessibles que des intérêt. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'utilisateurs, pas de développeurs, mais d'utilisateurs qui se plaignent qu'ils peuvent utiliser les tableurs Google hors ligne s'ils le souhaitent, mais par contre, leur add-on préféré dans les tableurs Google, eux, ils ne peuvent pas l'utiliser s'ils ne sont pas en ligne. Peut-être que Google changera les choses, mais ce serait quand même un changement technique. D'autres questions? Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention.